merci beaucoup d'être venu. Ce soir, on va discuter un petit peu de la MDMA pour à peu près tout savoir dessus. Alors bon, tout savoir, voilà, bien entendu, c'est un peu présomptueux parce que en soi, c'est une molécule sur laquelle on a encore de la recherche à faire et qui est loin d'être tout à fait à 100% comprise et étudiée. Mais on a déjà pas mal d'informations dessus, donc en fait, ça va être le but, ça va être de faire quelque chose de suffisamment exhaustif, mais quand même suffisamment aussi synthétique parce qu'on n'a pas 3 jours. À propos de la MDMA, on va se pencher un petit peu notamment sur la partie historique qui remonte un petit peu à la découverte de la MDMA, comment elle est produite et comment ça aussi ça a évolué pendant l'histoire en termes de production. S'intéresser du coup aussi un petit peu aux différents effets que la MDMA peut procurer, aux surdoses, savoir comment marchent les surdoses, essayer de comprendre comment la MDMA influence le corps humain, que ce soit sur le cerveau ou sur d'autres organes. Et puis, du coup, voilà à peu près tout. Comment gérer les descentes aussi, l'intérêt des compléments alimentaires. Donc, on va essayer d'avoir un petit peu un spectre relativement large par rapport à la MDMA et un peu à tout ce qui l'entoure. Bien sûr, il va manquer des trucs. C'est normal. Mais, euh, mais voilà, le but, ça va être d'avoir quelque chose de quand même un minimum exhaustif. Et du coup, voilà, je vous dis juste que si jamais vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas du tout à utiliser le chat qui est disponible ou sinon directement prendre la parole si ça vous dérange pas d'avoir votre magnifique voix enregistrée. Ça posera aucun problème et ça me fait toujours plaisir de répondre à questions. C'est un peu plus interactif, etc. Donc c'est cool. On est un petit comité non jugeant. Donc faites-vous plaisir. Et voilà. Du coup, on va commencer un petit peu en termes d'histoire globalement de comment est arrivée en fait la MDMA. Comment elle a été découverte et en fait sa découverte a été très fortement associée à Alexander Shulgin alors qu'en fait non. Voilà. Shulgin, ce qu'il a réussi à faire à proprement parler, c'est qu'en fait il l'a expérimenté sur l'humain, c'est-à-dire lui-même, mais à proprement parler en fait la MDMA a été découverte largement avant Shulgin. De base, elle était utilisée comme un précurseur pour fabriquer une drogue qui était en fait un hypotenseur pour des gens que pardon, un hémostatique qui est du coup une drogue qui permet aux hémophiles d'éviter de trop saigner ou en cas d'accident qui permet de réduire les saignements. Et en fait, on s'est pas spécialement arrêté dessus parce que bah, c'était juste un précurseur en fait. Donc là, j'ai mis en fait le monsieur qui était en charge de travailler sur cet hémostatique, qui est ici représenté, qui est l'hydrastinine, et en fait qui est assez similaire en termes de structure à la MDMA, comme on peut le voir ici. Donc en fait, c'était simplement un précurseur auquel il était confronté et qu'il a dû synthétiser. Donc c'est là qu'en fait la MDMA est apparue dans l'histoire de l'humanité. Elle n'a pas été utilisée plus loin que ça. Antel Kolich, du coup, qui a écrit en fait la synthèse de la MDMA, qui était déjà fabriquée à partir de safrole d'ailleurs. Euh, Bah en fait, il l'a pas spécialement étudié plus que ça, vu que c'était simplement l'intermédiaire de synthèse, donc voilà. En 1959, du coup, il y a un autre chercheur de Merck qui a étudié ces effets, mais sur les animaux, du coup, donc toujours pas sous l'humain. Il a donné un nom de code aussi, mais il a quand même étudié les effets psychoactifs et on va relativement comprendre pourquoi il s'est penché sur ce composé, ce qui n'est pas du tout quelque chose d'incroyable ou de particulier en fait. Mais voilà, du coup on revient là-dessus juste plus tard. Du coup après, dans l'échelle temporelle, il y a Shulgin et Nichols qui ont publié en 1978 ou 78 pour nos Suisses un travail en fait donc une étude scientifique à propos des effets psychoactifs de la MDMA sur l'être humain, qu'ils ont notamment utilisés sur eux-mêmes. Donc voilà, ils l'ont probablement expérimenté un peu avant 1978, mais en l'occurrence, ils ont rendu ce travail-là et c'est pas exactement donné ou j'ai pas suffisamment creusé le travail pour savoir exactement quand ils l'ont utilisé. Donc voilà, mais c'est là, voilà. Mais en l'occurrence, c'est à peu près les premières dates auxquelles on assiste à ça. Donc en fait, il faut se rendre compte que c'est assez tard globalement. C'est pas un produit si vieux que ça. Enfin, je veux dire, si la première expérimentation humaine documentée, elle date de à peu près, bah justement, on est même pas, ouais, ça fait 43 ans, ce qui est vraiment pas si énorme que ça, en fin de compte.
par rapport à d'autres produits, justement, bah, j'en ai noté quelques-uns, comme l'héroïne qui a été faite en 1895. Vraiment un produit vraiment vieux. Je parle de drogue synthétique hein, parce que le cannabis, ce genre de choses, c'est pas spécialement traçable. La méthamphétamine 1927, du coup, le LSD 1943 avec Hoffman. Donc on est vraiment sur une drogue qui est apparue assez tard. Et puis en fait, ce qui est intéressant, ce que peu de gens savent aussi, c'est qu'en fait, la MDA, pour ceux qui connaissent déjà, sinon on va rapidement un petit peu expliquer ce que c'est, d'où ça vient, etc. C'est un produit en fait qui est très similaire à la MDMA, mais en fait qui a été utilisé par des cercles. Alors c'était pas un usage en masse, hein, mais ça a été déjà utilisé chez les humains, du coup, dans des différents cercles de psychologues, de chercheurs, de choses comme ça, depuis 1963 en fait. Donc il faut savoir que 15 ans avant la première utilisation de la MDMA sur l'homme, on utilisait déjà de la MDA en fait chez l'humain. Ce qui est assez bizarre, voilà. La plupart des gens s'y attendent pas, mais c'est le cas. Ensuite, si on continue, du coup, ah ouais, et du coup, par rapport à la MDA, effectivement, c'est ce qui a en fait partiellement intéressé le chercheur de Merck à étudier les effets psychoactifs sur les animaux de la MDMA en 1959. Parce que la MDA était déjà connue, l'amphétamine aussi, et vu que c'était des structures relativement proches avec des effets psychostimulants, du coup, ils savaient déjà que probablement que la MDMA avait des effets psychostimulants. Et donc, ils les a étudiés vu que la MDMA est à la MDA ce que la méthamphétamine est à l'amphétamine. Donc, il y avait des bonnes chances qu'il y ait des effets psychotropes dessus. Et c'est pour ça qu'il les a étudiés. En fait, c'est par assimilation à d'autres stimulants qui existaient déjà. Euh, Ensuite, on a un usage réel du coup en masse par les foules comme on le pense pendant la moitié des années 80 et le terme du coup ecstasy date de 1980. C'est la première fois qu'on a vu le terme ecstasy reporté dans la littérature quelque part dans un article de journal. Et puis du coup après, les USA ont découvert que l'usage récréatif était suffisamment répandu en 1984 et en 1985, il y a eu Nixon qui avait sa loi qu'on considère comme la loi pour la guerre contre les drogues qui incluait du coup également la MDMA et du coup elle est interdite depuis ça. Donc elle n'a pas eu un temps de vie très très long avant d'être interdite. Contrairement à l'héroïne qui a été utilisée médicalement pendant assez longtemps quand même, la méthamphétamine aussi qui n'a pas été bannie très très rapidement, le LSD non plus. Donc ouais, genre c'est un composé qui a eu une assez courte durée de vie légale, mais qui a quand même en fait globalement continué à être consommé de fou en fait. Donc il a pas, c'est plus difficile en fait quand même pour un composé sans avoir une période de latence de légalité de conquérir en fait les foules parce que ça permet quand même d'avoir un meilleur développement, que les gens connaissent un peu le produit, qui continuent à le consommer s'il est légal pendant un moment. Alors que s'il y a directement une guerre contre les consommateurs, ça réduit généralement la popularité du composé. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas de la MDMA, ce qui est assez particulier. Ce qui m'a de relever. Ok, du coup voilà, je sais pas si vous avez des questions quelconques par rapport à l'historique, mais sinon on va passer un petit peu à la partie production de la MDMA, que j'ai un peu simplifié parce qu'il y a beaucoup de détails qu'on peut donner et que j'avais pas spécialement envie de donner parce qu'on est sur le serveur de Nuit Blanche et pas sur un serveur de synthèse, mais voilà, j'ai vraiment donné, si jamais, le strict minimum qui ne permettra clairement à personne de refaire cette synthèse chez lui. Donc voilà, c'est juste par pure curiosité historique, on va dire, et chimique, mais rien de suffisamment détaillé pour faire une synthèse. Du coup, la production de MDMA, alors bon, ça c'est un magnifique graphique que je me suis amusé à faire en allant récupérer des données un petit peu de partout. Non, des données en fait qui viennent de l'OMS, qui fait un bilan chaque année sur les consommations de drogue et les productions et les saisies aussi de drogue. Et du coup, on peut récupérer des données depuis leur site. Donc, je me suis amusé à faire un tableau Excel. Donc, en fait, on peut voir que globalement, il y a trois grosses périodes importantes dans la production de MDMA qui sont d'ailleurs tout à fait liées
aux méthodes de synthèse sont utilisées et à des événements historiques qui sont passés. La première, du coup, c'est de 1912 à 2008. Donc, en fait, la synthèse était basée sur le safrole, qui est une plante dont on récupère les racines. Et ces racines, du coup, vont être récupérées pour en faire une huile essentielle, donc par distillation avec un emportement d'eau, donc comme on fait la plupart des huiles essentielles. Cette huile essentielle contient euh, de cet arbre qui s'appelle le sassafras, du coup, qui pousse généralement dans l'Asie du Sud-Est, principalement. Ça peut pousser aussi en Amérique du Sud, mais un peu plus difficilement. Et du coup, cette huile-là, on peut la récupérer. Elle contient à peu près entre 90 et 95% de safrole déjà, donc elle est extrêmement concentrée. On peut ensuite la purifier, même si c'est pas forcément obligatoire, mais voilà, d'habitude c'est purifié. Donc j'ai mis une petite image du safrole ici. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est déjà très proche de la MDMA en termes de composés. Et en fait, on va simplement faire une bromation, une méthylamination dessus. Le truc, c'est que la méthylamine qui est utilisée pour faire cette synthèse-là, elle est difficilement disponible. Donc, surtout maintenant, elle est carrément. Ah, d'ailleurs, je vais en profiter pour juste petite pause. Excusez-moi, je vais couper le son de Discord, histoire que ça embête pas sur l'enregistrement. Tac. Tac, nickel. Euh, et du coup, oui, en l'occurrence, ce que je disais, c'est que le safrole est déjà très proche en fait. Euh, Déjà très proche du composé final. Simplement, lui-même, il a été interdit. La méthylamine aussi a été interdite. Du coup, ouais, globalement, ça a rendu la synthèse relativement difficile. Un événement majeur qui s'est passé, en fait, qu'on voit bien sur le schéma en Europe, c'est une grosse saisie en 2008 de safrole, de plusieurs tonnes de safrole qui servait à faire de la MDMA. Et du coup, il y a eu un gros crash entre guillemets en termes de production de la MDMA qui n'a pas permis de fournir en fait la demande qu'il y avait de MDMA à l'époque, surtout en Grande-Bretagne. Et du coup, on a eu l'apparition de différents research chemicals qui sont implantés pour tenter de quand même fournir un peu la demande, même si c'était pas réellement de la MDMA. Et c'est là que du coup on a eu l'apparition de différentes pipéracines comme le CCP qui a donné des extases genre, vraiment dangereux, particulièrement neurotoxiques, et qui sont en plus aussi particulièrement épileptiques. Donc c'est vraiment des composés qui sont en soi dangereux et moyennement récréatifs. C'est généralement pas vécu comme super agréable. Et d'autres composés un peu moins trash, comme la 4MC, qui est assez fameusement connu du coup pour ça, comme de base a été inventé comme substitut de MDMA. Et qui en fait a plutôt pas mal bien fonctionné. Voilà, des gens qui en sont toujours d'ailleurs très fans aujourd'hui, plus que la MDMA. Donc effectivement, mais si c'est une drogue qui a un profil un petit peu différent, ça peut plus ou moins se substituer. Voilà. Donc ces deux produits-là sont clairement illégaux de nos jours, mais c'est juste une période où en fait la production de MDMA a beaucoup souffert en fait de ces saisies, et donc il y a des alternatives qui sont créées. Jusqu'à ce qu'en fait en 2011, il y a un chimiste sur un forum en fait qui a réfléchi et qui a pensé à un système extrêmement ingénieux qui s'appelle la PMK glycidate. Donc en fait c'est une version modifiée d'un intermédiaire de la MDMA que j'ai représenté du coup ici. Et en fait le système ingénieux c'est que simplement, alors bon, même si vous n'avez pas des notions de fou en chimie organique, mais simplement il faut se dire qu'en fait une synthèse normale à partir de la méthode avec le safrole, c'est assez long, généralement. Vous en avez pour entre 18 et 24 heures, on va dire. Donc c'est assez long, les rendements ils sont pas extrêmement bien, etc. Alors qu'avec cette méthode-là, du coup, tout ce qu'il y a à faire, c'est récupérer ce qui est vendu, le mettre dans de l'acide suffisamment concentré, et ça va automatiquement se transformer en un précurseur qui peut être très facilement retransformé en MDMA par la suite. Donc en fait, ça permet d'avoir un produit qui est légal, qui est très facilement convertible avec un peu d'acide chlorhydrique, donc un truc très facile à trouver, en un précurseur qui est très très du coup proche de la molécule finale et du coup qui est rapidement transformé en MDMA de façon synthétique
Donc voilà, donc c'est une méthode qui a permis en fait de gentiment réaugmenter la production de MDMA, parce qu'il il a pris un petit peu de temps à se populariser gentiment, mais maintenant la grande majorité de la MDMA est produite via cette méthode de synthèse, qui est du coup relativement pas chère, parce que vu que le produit est, bon, il est désormais illégal du coup dans la plupart des pays d'Europe, mais à proprement parler, il y a. En fait, en Chine, il y en a encore énormément qui est synthétisé pour des prix réellement pas chers parce que c'est de la production de gros. Et je sais pas si c'est toujours le cas ou pas, mais c'est possible que c'est un composé qui a été, en tout cas pendant assez longtemps, légal en Chine. Ça se trouve, c'est encore le cas. Je n'ai pas checké la législation chinoise. Et du coup, voilà. Donc, faut se dire qu'en fait, c'est un produit qui permet de réduire les temps de synthèse de façon énorme. Le matériel de synthèse aussi, parce que c'est très simple en fait comme précurseur à utiliser. Et du coup, ça a permis de réduire aussi considérablement les prix de la MDMA en termes de laboratoire, ce qui a fait que le prix de la MDMA a chuté. Et ce qui aussi a créé un petit peu de une différence, on va dire, en termes de prix de revente et aussi de quantité qu'on retrouve du coup dans les extasies, principalement après cette période. Donc voilà, forcément, la MDMA est quand même assez liée à l'extasie, même si c'est pas des synonymes à proprement parler, parce que voilà, effectivement, pendant une période, on a trouvé justement du MCPP ou de la 4-MMC dans des extasies. Mais actuellement, vu que les prix de la fabrication de la MDMA sont extrêmement peu chers, et assez simple à réaliser. On a du coup une augmentation de la quantité de MDMA dans les extasies depuis cette période-là, à peu près depuis 2011, qu'on peut tracer, que j'ai pas mis ici, mais vous pouvez trouver des schémas assez facilement, des graphiques par rapport à la quantité de MDMA dans les extasies en milligrammes, et voir qu'en fait c'est en constante progression depuis 2011. Du coup, voilà un petit peu, petite parenthèse production, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, pourtant c'est un sujet assez intéressant, mais voilà, un peu à la limite de la légalité, donc juste sans trop donner de détails, c'est assez intéressant de pouvoir faire le lien entre cet aspect-là et effectivement la MDMA qui se trouve sur le marché parce que c'est clairement un truc assez lié en fait. Ce qui est aussi, il y a pas mal de débats de savoir si la MDMA d'avant est mieux que la MDMA de maintenant. Parce qu'effectivement, les méthodes de production sont généralement pas les mêmes. Quasiment plus personne n'utilise du safrole parce que c'est beaucoup trop cher. Et c'est pas spécialement rentable, beaucoup trop long, il faut des réactifs surveillés, etc. Donc c'est pas pratique. Et du coup, des gens se sont posé la question de savoir si réellement il y avait une différence entre l'ancienne MDMA et la MDMA actuelle récente qu'on peut avoir. Et la réponse est non. Pas spécialement. Généralement, celle fabriquée à partir de PMK est même plus pure que celle faite avec du safrole, en tout cas des statistiques qu'on a. Et voilà, il y avait aussi des questions éventuelles d'isomères, si la RMDMA était pareil que la SMDMA, tout ça. Dans les deux cas, la synthèse est racemique, donc en fait, il y a pas de différence réelle. Donc en fait, il n'y a aucun moyen de savoir, et probablement qu'en fait, les gens qui disent que l'ancienne MDMA est meilleure que celle qui est actuellement, ça s'appelle juste avoir l'habitude des produits et avoir une certaine tolérance, qu'elle soit physiologique, donc l'organisme qui s'habitue à force d'en prendre, ou même psychologique, parce que les gens connaissent bien les faits. Donc voilà, mais à proprement parler, non, elle est pas, clairement pas inférieure à la MDMA qu'on trouvait sur le marché il y a 20 ans. Voilà, petite parenthèse de production. Alors, je sais pas si vous avez des questions en particulier sur la production, peut-être le moment de les poser dans votre vie, parce qu'on n'en parle pas souvent. Non, tout va bien. Ok, s'il y a des termes techniques aussi compliqués ou autres, n'hésitez pas. Cool. Bah du coup, on va se pencher sur un truc un peu plus terre à terre qui est l'aspect en fait de la MDMA parce qu'effectivement, c'est une drogue qu'on peut trouver sur pas mal d'aspects et qui est vachement particulier du coup parce qu'il n'y a pas beaucoup de drogues qui peuvent prendre autant de couleurs et de formes différentes que la MDMA. Du coup, la méthylamine est aussi utilisée dans la synthèse de meth. On me pose la question du coup. On peut tout à fait l'utiliser dans une synthèse de meth, ouais. Mais maintenant, en fait, ça se fait encore, oui. Oui, du coup, tout à fait. De toute façon, la méthylamine, en fait, a un précurseur qui est ultra surveillé et ultra difficile à se procurer. Même des petites quantités, c'est très rapidement tracé. Donc, c'est quasiment plus utilisé pour ça. Voilà. Effectivement, dans Breaking Bad, ils en utilisent. Euh, yes, pas de souci.
Par rapport à l'aspect, du coup, ouais, je disais qu'il y a plein d'aspects différents. Donc là, j'ai mis un petit peu différentes couleurs. Donc voilà, on a de la MDMA un peu champagne rose, de la blanche, de la jaune. Voilà. Donc la question est de savoir en fait s'il y a une différence particulière entre les différents types de MDMA. Et la réponse est pas spécialement. Il faut juste savoir qu'en fait, la MDMA pure est blanche. Mais une MDMA impure peut aussi être blanche. Et une MDMA blanche peut être plus impure qu'une MDMA colorée. Du coup, voilà. Donc en fait, si vous voulez, si la seule conclusion que vous pouvez tirer de tout ça, c'est que si votre MDMA n'est pas blanche, elle n'est pas pure. Voilà. Ça veut pas dire que. En fait, il faut tirer aucune autre conclusion de tout ça. Mais sinon, ouais, en l'occurrence, ce qui explique ces couleurs-là, c'est des impuretés de synthèse généralement qui vont se faufiler dans les mailles, parce qu'en fait, un cristal, c'est fait de mailles, donc des petites molécules qui vont s'agencer en cubes ou bien en différentes formes, et ensuite qui vont se superposer en plaques. Et du coup, en fait, s'il y a des impuretés là-dedans, il se peut qu'en fait la déviation de la lumière dans le cristal sera différente, ou bien il y a une partie de la lumière qui va être absorbée. Et du coup, bah, ce qu'on observe, c'est des couleurs différentes de la MDMA. Ce qui fait que voilà, c'est assez joli. Surtout les cristaux généralement sont assez gros, donc c'est un truc qui se voit particulièrement bien. Et du coup, pourquoi on n'a pas du bleu, ou pourquoi on n'a pas du vert, ou des trucs comme ça, à moins qu'on la colore bien sûr, c'est qu'en fait la MDMA en soi, de base, avant que ça soit de la MDMA en cristal, qu'on appelle de la MDMA HCl, parce qu'en fait on va rajouter de l'acide dedans pour former le cristal, c'est de la MDMA qui est liquide en fait. J'ai mis une petite photo ici de MDMA en freebase, un truc qu'on voit effectivement rarement, parce que la plupart du temps on la voit en cristaux. Et pourquoi on la voit en cristaux? Parce que bah, la MDMA en cristaux c'est beaucoup plus simple à utiliser en fait, à peser, à manipuler, à faire des paras avec, à sniffer, à tout ce que vous voulez. Donc globalement c'est un truc qui est beaucoup plus pratique à utiliser. Donc on voit rarement de la MDMA freebase liquide comme ça. Généralement en fait c'est la dernière étape de synthèse où on va faire des cristaux avec de la MDMA liquide. Mais voilà. Et du coup, ce qui peut arriver assez rarement, c'est qu'en fait la MDMA liquide soit mal cristallisée. Donc en fait on va laisser un excès de MDMA liquide freebase. Et du coup quand on va mettre de l'acide, il n'y a pas l'entièreté qui va cristalliser. Et on se retrouve avec des cristaux qui sont un petit peu poisseux, un peu collants, un peu mal formés, pas très solides, genre un peu liquide. Ouais, un peu la limite entre un aspect un peu liquide et cristallin. Ce qui est assez particulier. Et là, du coup, on peut tomber sur des taux de MDMA qui sont supérieurs à 100%, parce que le 100% standard va être de la MDMA pure en cristaux, et pas de la MDMA pure en liquide. Donc voilà, ça peut arriver de tomber en faisant une analyse sur des taux supérieurs à 100% s'il reste en fait de la MDMA freebase dans le produit, et que cette MDMA freebase est aussi suffisamment pure, hein. Mais voilà. Et la couleur rouge, du coup, qu'on voit dans ce produit, dans la MDMA freebase là qui est liquide, elle est tout à fait normale en fait. Les cristaux, une fois qu'ils seront précipités, donc une fois qu'on va rajouter de l'acide, ça va devenir blanc. Voilà. S'il y a une mauvaise cristallisation, effectivement, voilà, ça peut donner un petit peu les différentes couleurs qu'on voit là. Mais voilà. Du coup, la MDMA est effectivement à l'état complètement pur. La MDMA est rouge-rose de cette couleur-là. Du coup, voilà un petit peu pour l'aspect. Au niveau des effets, alors je peux passer extrêmement trop longtemps sur les différents effets de la MDMA, puisque bon, voilà, on a probablement pas mal vu ce que ça donne en soirée ou sur soi-même. Mais globalement, en termes de dose, la dose maximum qu'on a testée sur des humains consentants, du coup, dans le cadre d'études scientifiques, et non pas dans le cadre de projets militaires ou autres sympathies que nous ont fait les États-Unis notamment, c'est 225 mg du coup. Et du coup, généralement, on recommande à peu près 1,5 mg par kilo pour les hommes, 1,3 mg par kilo pour les femmes. J'ai oublié de marquer pour les femmes, mais c'est pas grave. Euh, et donc, effectivement, ça va dépendre du poids, parce qu'en fait, le métabolisme dépend du poids. Et pourquoi il y a une différence aussi homme-femme? Simplement, en fait, les hommes ont un foie qui est généralement plus efficace, et un système rénal aussi qui est effectivement aussi plus efficace pour épurer le sang. Pas juste forcément de la taille, hein, je veux dire même à taille et à poids comparable, pour une raison plus ou moins obscure que je pense qu'on peut utiliser 50 hypothèses pour expliquer pourquoi. Du coup, ouais, les hommes ont une capacité d'élimination et d'excrétion plus efficace que les femmes. Du coup, voilà un petit peu pour l'explication.
Bien sûr, après, il y a des variations, et c'est que des moyennes. Donc voilà, faut pas non plus complètement s'y fier. Ça, c'est une dose relativement qu'on considère comme relativement quand même assez un minimum costaud, on va dire. Du coup, voilà, pour des débutants, ça peut être une bonne chose de prendre un peu moins. 1 mg par kilo, généralement, c'est bien. Pour en tout cas ressentir les effets. Et puis voilà. Et au niveau de la durée des effets, bah, ça varie de 4 à 6 heures, là, selon les sources, selon ce qu'on considère le début, la fin, etc. Mais les effets résiduels, du coup, peuvent durer jusqu'à plusieurs jours, en termes soit de dépression, ou bien sinon même d'amélioration de différentes sensations qui peuvent perpétuer comme ça. Au niveau des effets psychologiques, on a du coup de l'euphorie, de l'amélioration de la musique, un aspect entactogène, donc envie de toucher les gens, faire des câlins, tout ça. Voilà. Une émotionnalité qui est assez augmentée, donc ça aussi typiquement ça arrive en soirée d'avoir des gens qui ont énormément d'anxiété tout à coup parce qu'il y a un petit truc qui les dérange ou parce que la musique est un peu trop forte, ou bien au contraire qui sont vraiment complètement à fond alors qu'il n'y a rien de particulier, mais voilà, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent modifier un petit peu le seuil émotionnel. Augmentation de la confiance en soi, alors ça, je dirais que c'est pas aussi flagrant que la cocaïne. Mais on a quand même, surtout quand les gens se mettent à parler, il y a souvent un petit boost d'ego effectivement qui arrive, qui est pas voilà, qui est pas pour tout le monde, hein, mais qui effectivement semble quand même être assez souvent présent. Modification du rythme de la pensée aussi, ça arrive assez typiquement, et le temps aussi qui peut se dilater ou qui peut se contracter. Stimulation ou sédation, alors ça c'est un effet assez paradoxal selon les gens. Et personnellement ça me sédate et je connais plein de gens que ça stimule et on est tous choqués que chez des autres personnes ça fasse l'inverse. Du coup effectivement, du coup ça va dépendre du contexte déjà, très clairement, de la dose qui est administrée. Donc il y a des doses supérieures, normalement on a des effets qui sont plus stimulants. Pourquoi? Parce que en fait, les effets physiques commencent à devenir aussi stimulants et du coup, le fait d'avoir un cœur qui bat la chamade, euh, une, une hyperthermie, une sudation, tout ça, ça donne un feeling beaucoup plus stimulant à la molécule. Et puis la personne, ça clairement aussi, ça c'est des questions après de neurosciences et tout. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps par rapport aux sensations sur le système sérotoninergique en termes de stimulation ou de sédation. Et effectivement, ça dépend énormément des gens et de leur conception du système nerveux. Du coup, voilà, c'est pas forcément quelque chose. Il y a pas vraiment de débat. Après, à proprement parler, si on essaie de catégoriser ça, on va quand même considérer la MDMA comme un stimulant parce qu'en fait, la plupart des stimulants peuvent être conçus comme des calmants psychologiquement, mais physiologiquement, donc au niveau du corps, on aura toujours des effets stimulants, c'est-à-dire une mydriase, donc une dilatation des pupilles. On va avoir aussi une augmentation de la tension artérielle, on va avoir une augmentation du rythme cardiaque, on va avoir une hypersudation, donc trop de transpiration, une hyperthermie, tout ça c'est des effets qui sont stimulants de nature. Après, si la personne ressent psychologiquement un effet plutôt stimulant ou plutôt calmant, bah là c'est débattable, mais on considère quand même que la MDMA est un produit stimulant. En plus c'est quand même un dérivé des amphétamines, donc ça semble plutôt logique de le caler en tant que stimulant. Et du coup, autre effet psychologique majeur qui est l'énorme envie de raconter sa vie aux travailleurs adolescents. Voilà, on en souffre beaucoup, on n'en parle pas assez, mais voilà. C'est bien, mais s'il vous plaît, genre après 20-30 minutes, quand même, laissez de temps de respirer, c'est plutôt cool parce que voilà, c'est fatigant. Et on a beaucoup de gens collants comme ça. Mais bon, voilà, ça fait partie du taf, on va dire. Donc voilà. Au niveau des effets somatiques, du coup, donc des effets au niveau du corps ressenti, tachycardie, hypertension, comme je disais, de l'hyperthermie aussi, qui peut être vachement violente et qui est quand même le principal vecteur de toxicité de la NDMA. Une mydriase, donc dilatation du pli, comme je disais. Contraction musculaire, notamment le bruxisme. Ouais, alors ça, typiquement, on retrouve. Pourquoi particulièrement le bruxisme? En fait, il semble qu'il y a pas mal de circuits neuronaux dans le système nerveux central qui contrôle en fait le nerf trijumeau
qui s'occupe du coup de la face et qui est stimulé. Ce qui fait que effectivement ça produit du bruxisme de façon assez directe et il y a peu de rétro-contrôle dessus, donc en fait il y a peu de possibilités de calmer ces tremblements, donc c'est souvent des tremblements qui sont réguliers et fréquents et qu'on retrouve souvent chez beaucoup d'individus, alors que les autres types de tremblements sont pas forcément présents, même si généralement les personnes sous MDMA sont plus sensibles aux tremblements et ont plus tendance à trembler globalement que des personnes sobres. Mais voilà, le bruxisme est vraiment extrêmement courant par rapport à ça. Par rapport à la déshydratation, effectivement, bah oui, ça déshydrate fortement. C'est pour ça que, bien sûr, il faut bien s'hydrater. Ça, c'est probablement pas nouveau pour vous. Au niveau de l'hydratation, on recommande à peu près généralement, on recommande 0,5 litres par heure. Voilà, ça peut varier un petit peu, mais c'est dans ces eaux-là. Et puis, coupe de la sensation de faim, du coup, et parfois des nausées, voire des vomissements. Alors ça, on va voir plus tard, mais ça vient d'un mécanisme d'action qui ne dépend pas en fait du système nerveux central directement, mais en fait qui vient directement de l'action de la MDMA sur l'intestin et sur le système digestif, indépendamment du système nerveux central. Parce que la sérotonine est très utilisée comme neurotransmetteur dans l'intestin, et du coup, une modification de, de ce système qu'on appelle le système nerveux entérique, euh, et ben en fait va provoquer des nausées, voire des vomissements, et en tout cas une coupe de la faim, parce que l'activation de sérotonine dans l'estomac produit également indirectement aussi une hormone qui calme la sensation de faim. Donc voilà, ça explique un petit peu l'effet coupe-faim, et pas forcément uniquement enfin pas forcément juste de la MDMA, mais de la plupart aussi des stimulants qui touchent à la sérotonine, comme l'amphétamine et comme d'autres styles d'amphétamine. Voilà. Après, il y a bien entendu aussi un effet psychologique sur la faim qu'on va ressentir avec la MDMA, qui ne dépend pas uniquement de l'estomac, mais il y a aussi une bonne partie qui passe par le système nerveux de l'estomac. Euh, donc voilà. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Ouais. Cool. Du coup, on va discuter un petit peu de la surdose de MDMA, quels sont les signes de surdose, qu'est-ce qui fait qu'on a des... Enfin, quels sont les symptômes annonciateurs d'une surdose de MDMA. Je dirais que les hallucinations, c'est un truc qui va arriver assez... Enfin, c'est un des signes avant-coureurs, voire même déjà la personne en surdose, généralement, si elle a des hallucinations, parce que ça veut dire qu'en fait, euh, ça veut dire que son corps n'arrive plus à gérer la MDMA. Et je vais expliquer du coup pourquoi. Donc ça fait partie des premiers symptômes avec le nystagmus, donc les yeux qui tremblent de façon incontrôlable. Ça a déjà vous avez probablement déjà dû voir ça chez vous sur quelqu'un. Mais du coup les yeux qui font des petits allers-retours sans cesse, qui peuvent être vachement embêtants d'ailleurs et qui empêchent de bien voir. Ouais, T50, je reviens sur ta question juste après. Et puis du coup par rapport à il y a aussi une forte transpiration qu'on va observer. Et en fait, la MDMA en fait, en cas de surdose, n'est plus capable d'être métabolisée en autres molécules qui sont moins toxiques pour l'organisme. Donc en fait, la seule possibilité qui reste, parce que les enzymes du foie sont saturées, donc ça se produit dans le foie. En fait, la MDMA qui est dans le sang va être transformée par ce qu'on appelle une N-déméthylation. Vous n'avez pas besoin de retenir en particulier, hein, mais en une molécule qui est rien d'autre que la MDA. Et cette MDA a des effets hallucinogènes, beaucoup plus que la MDMA en soi. Et du coup, principalement responsable des effets hallucinogènes de la MDMA en cas de surdose. Et du coup, la MDA pardon, est plus considérée comme plus neurotoxique que la MDMA à dose équivalente. Donc, en plus d'induire des hallucinations, elle induit aussi de la toxicité pour les neurones sérotoninergiques, ce qui est pas cool. Et en fait, ça vient du coup, cette voie de métabolisation, elle est généralement pas utilisée à des bas dosages parce que, comme je disais, il y a d'autres voies de métabolisation qui peuvent produire des métabolites qui sont moins toxiques. Donc c'est un petit peu une voie de secours, voilà, mais qui est pas forcément super professionnelle. Non, on l'élimine en HMA, c'est ça, HMA, HMMA, ça va dépendre, mais en fait, ce qui va se passer dans l'élimination, c'est qu'on va découpler ici le petit carbone par rapport aux deux autres oxygènes, et du coup, ça va créer un métabolite beaucoup plus hydrophile,
Alors que là, c'est pas autant hydrophile, c'était un petit peu des bases en chimie. Mais voilà, genre c'est pas aussi efficace pour l'éliminer dans le sang en fait, en passant par la MDA. Mais c'est déjà à peu près un petit début de quelque chose. Le problème, c'est que la MDMA est toxique. Donc, enfin, toxique. Plus toxique que la MDMA. Donc, c'est pas forcément une excellente idée. Mais voilà, le corps humain agit pas forcément sur toujours de façon extrêmement rationnelle et surtout il n'est pas trop habitué à gérer des drogues de synthèse qui ont été fabriquées à 50 ans. Donc voilà, c'est pas toujours super adapté. Voilà, du coup, la MDA en soi, elle produit des hallucinations qui sont généralement typées d'hydrogène, donc qui vont être particulièrement réalistes, détaillées, assez persistantes notamment, qui sont généralement pas juste des simples déformations, mais plus des apparitions d'objets ou de gens. Et du coup, bien entendu, ça peut créer des crises de paranoïa parce que c'est sûr que c'est flippant. Très clairement flippant de voir des trucs apparaître dans sa vision qui vous parlent ou qui peuvent qui ont l'air vrais. Et du coup des symptômes psychotiques parce qu'effectivement avoir des hallucinations d'hydrogène peut se rapprocher d'une crise psychotique. Du coup voilà un petit peu d'où viennent les hallucinations de la MDMA et pourquoi en fait c'est un signe de surdose. L'autre signe de surdose qu'on va apercevoir, c'est l'hyperthermie. Donc l'hyperthermie, enfin, elle est toujours présente avec la MDMA, même à des relativement petites doses qui sont non toxiques. Simplement, au bout d'un moment, elle commence à devenir réellement assez violente. Et quand on a des impacts de l'hyperthermie à plus de 39, plus de 40 degrés, il y a vraiment une neurotoxicité aussi qui est associée à l'hyperthermie. Donc voilà, ça veut pas forcément dire qu'il suffit de se refroidir en prenant des grosses doses de MDMA pour que tout aille bien, en calmant l'hyperthermie, il n'y aura pas de problème. Simplement, se refroidir peut aider à réduire les symptômes de toxicité de la MDMA et c'est pour ça que c'est important, mais ça ne justifie pas du coup le fait de prendre des doses de MDMA trop élevées, qu'on soit juste au clair. Un autre truc intéressant par rapport à l'hyperthermie, c'est qu'en fait, il y a logiquement, on se dirait que c'est lié à la libération de sérotonine. Et en fait, non. Apparemment pas. En tout cas, chez le rat et sur les études qui ont été faites, c'est lié à la dopamine, étonnamment. On attend d'avoir un petit peu plus de détails parce que l'étude qui est sortie a été est un petit peu à ses débuts et du coup, on va voir ce que ça donne avec plus d'études qui vont sortir par la suite. Mais en tout cas, en donnant un inhibiteur de la dopamine, on réduit fortement l'hyperthermie induite par la MDMA, ce qui semble montrer que clairement, en fait, l'hyperthermie est induite par la libération de dopamine de la MDMA. Alors pourquoi l'hyperthermie est violente avec la libération de dopamine de la MDMA et pas avec la libération de dopamine ou bien l'inhibition de dopamine plutôt qu'on retrouve avec la cocaïne par exemple? On sait pas vraiment, mais en tout cas ça semble passer par là. Du coup voilà. Euh, Personnellement j'ai hâte d'avoir un petit peu plus d'infos pour essayer de comprendre le pourquoi du comment parce que c'est effectivement particulier et je m'attendais pas spécialement à ça, mais après un peu de recherche c'est effectivement lié à la dopamine. Et puis du coup, le cas un peu extrême de surdose qui peut arriver, c'est ce qu'on appelle le syndrome de toxicité sérotoninergique. On va y arriver, on va juste dire STS, en vrai, c'est plus simple. Et du coup, ça c'est un petit peu le dernier stade de surdose qui peut carrément mener à la mort en fait. Le syndrome de toxicité sérotoninergique aiguë, donc voilà, couramment dit en tant que syndrome sérotoninergique pour dire les choses plus rapidement. Mais en soi, syndrome de toxicité sérotoninergique aiguë, c'est très chiant à dire, mais c'est beaucoup plus approprié. Parce qu'effectivement, c'est pas du blanc au noir. Il peut y avoir des syndromes de toxicité sérotoninergique qui sont faibles, qui sont beaucoup moins visibles, mais qui peuvent être aussi dommageables. Donc ce terme est effectivement plus précis. Mais du coup, le STS aigu se manifeste principalement par une hyperthermie violente de plus de 40 degrés. Ça peut même monter à 41. Il y a même eu des cas où il y a eu plus de 42 degrés d'hyperthermie. Donc là, je voulais dire que juste le cœur s'arrête très rapidement. Le corps est vraiment pas fait pour tenir des températures comme ça. Donc on a une dysrégulation thermique très importante. Euh, Au niveau, on a aussi énormément d'hypertension, ce qui est pas cool du tout. Parce qu'un afflux d'hypertension comme ça et ça va en fait faire fonctionner le cœur à fond. Et du coup, c'est pas spécialement une bonne chose vu qu'il est déjà en pas super bonne position. Une midriase extrêmement poussée, donc d'un point de vue extérieur, effectivement, ça se voit avec la midriase qui, voilà, donc généralement on voit même plus l'iris.
Des tremblements et des convulsions, ça c'est un truc assez classique aussi, des syndromes de toxicité sérotoninergique aiguë. Euh, Tremblements, alors voilà, comme je disais avant, c'est possible d'avoir des tremblements à relativement petite dose, mais voilà, généralement c'est plutôt des convulsions en fait, et la personne voilà, peut avoir jusqu'à une perte de conscience qui n'est pas automatique. Je tiens à le préciser quand même, donc voilà, c'est pas parce que quelqu'un par terre est en train de faire un syndrome de toxicité sérotoninergique qu'il est, mais il est conscient que ça va. Donc clairement, il peut y avoir des dégâts très violents, voire irréversibles, même sans perte de conscience à proprement parler. Et c'est une horreur pour avoir pu discuter de ça avec quelqu'un qui en a vécu un. C'est extrêmement flippant et il peut y avoir des douleurs des douleurs psychologiques assez violentes en fait par la suite. Donc voilà, c'est un truc à faire un petit peu attention en termes de surdose. Du coup, pour revenir sur ta question T50 par rapport aux effets secondaires sur le long terme de la MDMA, alors tout va dépendre de la fréquence de consommation et des doses qui sont administrées, comme avec n'importe quelle drogue en fait. Donc c'est difficile de réellement répondre à cette question. Il y a eu des études qui ont été faites sur des consommateurs de MDMA pour mettre en évidence des soucis de non-toxicité. Mais bon, elles ont été concluantes, donc ça veut dire qu'il y a eu des problèmes de toxicité cérébrale avec l'usage de MDMA. Mais elles ont été assez rapidement décriées parce qu'en fait, c'était des consommateurs qui consommaient 7 fois plus que la moyenne de consommateurs des consommateurs en Australie, du coup, où l'étude a été faite. Sur des échantillons un peu plus normaux et standardisés, on n'a pas pu démontrer réellement un impact sérieux de la MDMA en cas de consommation occasionnelle sur le cerveau, en tout cas. Sur le reste du corps, c'est à voir, mais sinon voilà. Donc effectivement, il peut y avoir des effets secondaires très clairement si on est sur une forme de consommation abusive. Maintenant, si c'est une consommation relativement respectueuse pour soi et son corps, du coup, de MDMA, donc voilà, au minimum espacer les prises de 2 mois, toujours une bonne idée. De prendre des doses effectivement qui sont possibles, si possible, comme je vous montrais avant, qui sont du coup de 125 mg maximum. Donc c'est le maximum qu'on a utilisé sur des humains dans le cadre d'études cliniques. Donc comme ça, on est sur des doses qui sont ok, qui ont été étudiées, parce que sinon au-delà on sait pas trop. Du coup je pense que, non, théoriquement en tout cas de ce qu'ont montré des études sur le sujet, sur des consommateurs occasionnels, il semble pas y avoir d'effets secondaires marqués de la MDMA, en tout cas sur le système nerveux central. Maintenant sur le reste, j'ai pas suffisamment lu d'études sur le sujet pour te le dire. Voilà. Est-ce que le L-tryptophane peut aider sur le long terme? Alors ça c'est une question qu'on va voir après sur les compléments que je vais aborder, donc je garde tout à fait ta question et j'y répondrai juste après, sans problème. On va discuter aussi des autres compléments qui sont un peu moins connus, parce que le L-tryptophane est spécialement connu, et le 5-HTP aussi, 5-hydroxytryptophane. Mais en fait il y a plein d'autres compléments qui sont du coup qui sont moins connus, mais qui fonctionnent bien, et du coup on va en discuter un petit peu. Au niveau du mécanisme d'action de la MDMA, donc savoir réellement comment ça marche. Alors bon, là j'ai représenté dans un neurone du système nerveux central classique, exemple simple, pour pas non plus foutre le sbul parce que c'est déjà globalement compliqué comme mécanisme d'action. Savoir qu'il y a un triple mécanisme d'action avec la MDMA qui est l'agonisme, l'inhibition de recapture et la libération, et ça pour les 3 monoamines, donc dopamine, noradrénaline, sérotonine. Donc en fait ça fait 3 x 3, donc il y a 9 effets différents responsables de son action, donc c'est une molécule qui a un profil pharmacologique très compliqué. Pour les simplifier rapidement, donc l'agonisme, alors l'agonisme il se fait quand même principalement sur la sérotonine, donc sur les récepteurs à sérotonine. Donc la MDMA est capable d'imiter la molécule de sérotonine ici, même si ça n'a pas spécialement la même gueule, et de se fixer ici pour activer un signal. Donc en fait ça c'est un mécanisme d'action qui est assez simple et assez standard. Mais ouais, je te parle un petit peu plus des impacts de tout ça. Voilà, après. Du coup, ouais, par rapport aux agonistes, c'est des faits standards. Et des drogues, et du coup, on va simplement avoir un signal qui va être transmis comme ça en imitant le neurotransmetteur.
On a un effet d'inhibition de recapture, donc ici on va avoir la molécule qui va bloquer ce retransporteur qui permet normalement euh, d'envoyer dans la de reprendre en fait des neurotransmetteurs de la synapse et puis de les renvoyer en fait dans ses poches. Donc ce qui est couramment appelé comme stock de sérotonine, qui sont en fait des vésicules synaptiques. Mais bon voilà, c'est à peu près la même chose, juste avec des termes un peu plus fancy ou pas. Et du coup, ça va empêcher en fait la recapture. Donc, en empêchant cette recapture, on va avoir une accumulation des molécules de sérotonine dans la synapse ici, ce qui va faire un effet comme s'il y en avait plus en fait, parce que oui, effectivement, il y en a plus. Ça empêche en fait un petit peu le neurone de passer le ménage, on va dire, et du coup, on a une accumulation de neurotransmetteurs qui va se faire. Et le troisième mécanisme d'action, qui est particulièrement plus complexe, et je vais vraiment le simplifier, mais si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder la conférence que j'ai fait la dernière fois, j'ai envoyé le lien d'ailleurs sur le salon des annonces, c'est la libération. Et donc en fait là on a une molécule de MDMA qui va être capable de rentrer ici par ce transporteur, rentrer jusqu'à dans la vésicule synaptique en se faisant passer pour une molécule de sérotonine, donc un neurotransmetteur. Et ensuite, une fois dans la vésicule synaptique, qui est capable en fait d'inverser le mécanisme d'action et du coup, à la place de stocker des neurotransmetteurs, qui va en fait forcer le neurone à vider en fait ces neurotransmetteurs. Donc, c'est ce qu'on appelle couramment vider le stock de NMA. Voilà. Donc en fait, c'est ces petites vésicules qui vont fusionner avec la membrane ici pour être relâchées. Donc voilà un petit peu pour les différents mécanismes d'action. Comme je disais, n'hésitez pas à regarder l'autre vidéo que j'ai faite si vous voulez plus de détails, ce qui sera beaucoup plus détaillé, où on aura aussi plus de temps. Au niveau de la sélectivité, alors bon, ça c'est un truc que je me suis aussi amusé à faire parce que ça m'intéressait. Je me suis toujours posé la question de savoir à quel point les effets sur la dopamine et la noradrénaline étaient puissants par rapport à ceux sur la sérotonine. Du coup, je suis allé fouiller un petit peu des études, faire un petit peu des calculs, remplir des tableaux Excel pour vous parce que voilà, je vous aime beaucoup. Et du coup, je me suis amusé à calculer en fait l'affinité relative. Alors déjà, il faut juste comprendre ce qu'est une affinité relative. Le 100% dans une affinité relative est comparable à si la molécule avait une seule, en fait, un effet sur un seul système de neurotransmetteurs. Donc en fait, si par exemple la MDMA avait une activité juste sur la sérotonine, ça serait une affinité relative de 100%. Et du coup, là, ce que j'ai fait avec des constantes d'affinité pour l'inhibiteur de recapture ici, j'ai calculé en fait à quel point elle est active sur le système dopaminergique et sur le système noradrénergique et sur le système sérotoninergique. Du coup, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée de à quel point ça fonctionne sur la dopamine et la noradrénaline par rapport à la sérotonine. Parce que voilà, d'habitude on dit MDMA, on pense à la sérotonine, mais en fait c'est à peu près la moitié de son action à proprement parler, ce qui est pas si. Enfin, c'est quand même plutôt conséquent, mais c'est pas si énorme que ça. Du coup, voilà, un petit peu des chiffres par rapport à ça. Et du coup, ouais, petite dernière ligne, du coup, la MDMA, oui, effectivement, agit sur tout l'organisme. En fait, c'est pas uniquement le cerveau qui est concerné, et bah, on a des effets sur le système digestif, comme j'en ai parlé avant. Donc là, en fait, il y a une grosse partie de neurones sérotoninergiques qui sont dans l'intestin particulièrement, et aussi qui se retrouvent aussi dans l'estomac. Qui vont être clairement affectés. Non seulement parce qu'il y a un effet systémique à la MDMA, donc dans tout l'organisme, mais aussi un effet du coup topique, entre guillemets. Donc directement exposé, les fibres sont directement exposées de la MDMA qui va passer par diffusion. Donc voilà, donc, ce qui peut entraîner des nausées ou des vomissements carrément. Euh, on a aussi du coup un effet sur les plaquettes sanguines. Pourquoi les plaquettes sanguines? Parce qu'en fait, les plaquettes sanguines sont un organisme qui est capable, enfin un organisme, c'est des petits morceaux de membrane, mais qui en fait sont assez complexes et ont un système en fait de recapture de sérotonine, ce qui est assez intéressant. Et du coup, elles sont capables de être également à la fois bloquées et à la fois euh, de relarguer de la MDMA, pardon, de la sérotonine dans le sang, ce qui favorise en fait la coagulation. Donc voilà, c'est un effet aussi procoagulant du coup par ce mécanisme d'action là et par d'autres mécanismes d'action un peu plus compliqués encore. Il y a un effet sur la régulation des os qui n'est pas encore suffisamment très bien élucidé, mais apparemment ça semble la MDMA par rapport à la moelle osseuse semble réduire le développement de la moelle osseuse.
Du coup, donnez pas ça à vos enfants. De toute façon, pas pour ces raisons-là, mais bref, voilà, donnez pas de MDMA aux enfants. Et aussi, du coup, des effets sur le cœur qui sont assez bien connus, ce qui explique en partie la tachycardie, parce qu'il y a aussi une grosse partie de la tachycardie qui est influencée par le système nerveux central, par le cerveau. Mais il y a aussi un effet directement sur le cœur via des récepteurs 5-HT1B qui semblent aussi également relativement toxiques pour le cœur. Donc après, je ne sais pas à quel point ça a été quantifié, les effets cardiotoxiques de la MDMA sur un usage occasionnel. Donc voilà. Mais en l'occurrence, c'est pas, ça semble pas drastique en tout cas de ce que j'ai vu. Et puis par rapport à la peau, alors bah là en fait c'est particulier, mais je sais, enfin peut-être que vous avez déjà ressenti les fourmillements de la peau et des petits frissons sur la peau à cause de la MDMA. Et en fait c'est simplement qu'il y a des cellules sous la peau qui s'appellent des cellules de Merck qui sont normalement sensibles aux sensations tactiles et qui peuvent être activées par la MDMA parce qu'elles ont un système, elles fonctionnent avec un système sérotoninergique. Et du coup, voilà, ça peut créer des frissons comme ça, qui sont en fait pas forcément produits dans le système nerveux central, donc dans le cerveau comme on s'y attend, mais qui sont en fait même produites localement parfois, qui peuvent être produites localement du coup. Du coup, voilà. Donc, effectivement, on pense beaucoup au cerveau, mais il y a aussi tout le reste du système qui est affecté. Voilà, voilà. Je sais pas s'il y a des questions sur ce slide. Ouais, du coup, je reviens sur la question des impacts du système nerveux, pardon, du syndrome de toxicité sérotoninergique. Les impacts du STS, une fois que c'est passé à moyen long terme, c'est difficile à déterminer. J'ai pas vu d'études sur le suivi à long terme de personnes ayant vécu un syndrome de toxicité sérotoninergique. C'est quelque chose de relativement rare qui peut arriver avec les antidépresseurs et avec d'autres médicaments, mais qui sinon est quand même. C'est pas un trouble extrêmement connu. Et sinon, après, de ce que j'ai vu personnellement avec la personne du coup qui m'a raconté ça et d'autres témoignages de ce que j'ai vu, effectivement, c'est qu'il peut y avoir des brain zaps qui se poursuivent, donc des sensations bizarres dans le cerveau qui crépitent ou des trucs comme ça. Sinon, on a aussi des hallucinations qui arrivent de façon un peu spontanée. Ça, c'est quelque chose qui m'a été aussi rapporté. Et sinon, globalement, je sais qu'il y a eu des cas assez extrêmes de toxicité sérotoninergique où il y a des handicaps qui peuvent se créer, qui sont généralement réversibles cependant, mais des handicaps de coordination par exemple, ou aussi de l'anxiété chronique qui peut se manifester suite à un syndrome de toxicité sérotoninergique. Donc voilà, c'est un truc qui a obtenu de l'attention à la fois médiatique et scientifique relativement récemment. On a beaucoup d'études qui... Enfin justement, on n'a pas beaucoup d'études, mais la plupart des études sont faites de façon relativement récente. Donc je pense que c'est un sujet en cours, un petit peu en cours de découverte. Et du coup, on n'a pas non plus énormément d'infos là-dessus. Mais voilà, je vous donne un petit peu plus un point de vue personnel sur la chose, à défaut d'avoir réellement énormément de documentation scientifique sur le sujet de syndrome de toxicité sérotoninergique. Voilà, du coup, j'espère que j'ai pu t'éclaircir un peu. Euh, pas de fou parce que voilà, je préfère dire que je ne sais pas plutôt que vous mentir. Mais voilà. Moi, Top. j'ai une petite question. Est-ce Ouais. qu'un mécanisme explique le bruxisme récurrent ou si c'est uniquement psychologique? Alors du coup, j'ai expliqué rapidement avant qu'apparemment par stimulation du nerf trijumeau, on aurait un bruxisme qui se développe, donc ce serait via stimulation de ce nerf-là. Euh, et je disais aussi qu'il n'avait pas spécialement de rétrocontrôle efficace, donc de la difficulté par rapport à d'autres muscles qui, eux, généralement sont médiés par... médiatés, je ne sais pas réellement, pas grave. Qui sont voilà, qui en tout cas ont un système de rétrocontrôle négatif. Donc si jamais il y a une activation involontaire, ça va être généralement corrigé, surtout au niveau de la mobilité fine, par le cervelet qui se trouve à l'arrière du crâne, qui est capable de réguler en fait les tremblements et voilà pour avoir des mouvements précis. Euh, et des noyaux profonds aussi, dont les gens de la maladie de Parkinson sont atteints. Mais le bruxisme en l'occurrence, donc les muscles de la mâchoire qui sont quand même
des muscles assez puissants, euh, ont pas un système de rétrocontrôle fortement développé. Donc ils sont particulièrement sujets au bruxisme. Voilà, c'est pas uniquement du pur effet psychologique du tout. C'est réellement un effet à la fois neurologique, mais plus d'un point de vue des nerfs, et physiologique, parce qu'effectivement, il y a un système de rétrocontrôle qui est pas spécialement développé sur les muscles du visage. Voilà. Top. Ouais, du coup, on va continuer par rapport à la descente, la fameuse descente dont on parle beaucoup par rapport à la MDMA. Euh, Donc à des doses en tout cas entre 75 ou 75 et 125 mg dans des études cliniques menées sur quand même plusieurs centaines de personnes. On a observé 10% de symptômes dépressifs les jours suivants dans le groupe de MDMA, qui a pris de la MDMA, et dans le groupe placebo. Ce qui veut dire qu'à des dosages inférieurs à 125 mg, on est incapable de différencier des effets de descente de la MDMA sur les gens. Voilà, ça peut être choquant. Mais en fait, les effets de la descente peuvent être expliqués par différentes choses, mais généralement, c'est lié à un surdosage. Et sinon, par un effet placebo, enfin plutôt nocebo du coup. Euh, et voilà. Ouais, ouais, faut le digérer. Mais du coup, les origines quand même possibles de la descente. Alors voilà, bien sûr, comme je disais, il y a la surdose qui arrive assez régulièrement. Beaucoup de gens consomment plus que 125 mg, on va pas se leurrer. La forte activité physique aussi, qui va jouer probablement parce que la stimulation pousse à avoir. La stimulation ressentie par certaines personnes pousse à faire plus d'activité physique, à danser, à courir par terre et à faire n'importe quoi. Ou bien juste à parler énormément aussi, c'est fatigant. Et du coup, ça peut créer un effet de fatigue. L'effet nocebo dont je parlais avant, donc le fait de savoir d'avoir pris de la de savoir avoir pris de la MDMA produit en fait psychologiquement un effet comme la descente, voilà, qui est associé du coup normalement à des hautes doses, et du coup on a des symptômes qui ressemblent à une descente, alors que proprement parlé avec un placebo ça aurait été exactement la même chose. Un manque de sommeil, du coup, ça oui aussi, parce qu'effectivement, le NEMA est quand même relativement souvent consommé le soir, euh, y compris dans des événements musicaux divers et variés. Donc le manque de sommeil est quand même quelque chose de récurrent et qui peut être problématique, surtout que la qualité du sommeil, même si la MDMA est prise en journée, peut être impactée par la consommation de MDMA précédente. Donc ça pourrait aussi expliquer une partie des effets de la descente. L'hyperthermie, euh, voilà, ça c'est quelque chose de possible en termes d'explication un petit peu de la descente parce que effectivement un état d'hyperthermie ressemble à un état fébrile et c'est vrai que c'est pas spécialement agréable et ça peut être en plus le corps a quand même généralement la tendance à associer haute température avec fatigue, sédation et mal-être comme dans le cas de la fièvre, donc ça pourrait aussi expliquer ça. Mais une hyperthermie du coup qui serait liée à une surdose parce que sinon on l'aurait pas observé dans le groupe placebo dans le cas des études, donc en delà de 225 mg probablement. Une polyconsommation, voilà, effectivement, qui n'a pas du tout été faite dans les études, donc c'est pas forcément facile à voir, mais peut-être des effets de drogue mélangée pourraient expliquer aussi la création d'une descente. Et puis des prises trop rapprochées, parce que voilà, je rappelle juste qu'on est dans le cadre, en termes de ces chiffres qu'on avait plus haut, c'est quand même des cadres un peu différents de la vraie vie, avec des gens qui sont dans des espaces déjà tranquilles, où ils ont de l'eau à disposition, où ils vont pas taper du pied pendant 6 heures, où il n'y a pas des monstres qui sont de basse, où il y a des températures de salle qui sont assez correctes, et où ils consomment pas toutes les 2 semaines. Du coup, c'est quand même assez différent du cadre habituel, on va dire, de la consommation de MDMA, sans forcément dire que tous les consommateurs consomment n'importe comment, mais voilà, genre il y a quand même des choses qui pourraient s'expliquer justement par toutes ces différences entre les études cliniques et la réalité de la consommation de la MDMA de façon illégale.
Mais voilà, en tout cas, le fait qu'on n'aille pas de différence en termes de descente à des dosages corrects de MDMA par rapport à un groupe placebo, c'est quand même assez intéressant et significatif. Et du coup, ouais, pour gérer la descente, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, globalement, améliorer son hygiène de vie, c'est simple. Pas toujours simple à mettre en place, mais en tout cas sur le concept, c'est assez simple à comprendre le pourquoi du comment. Effectivement, bien s'hydrater, avoir une alimentation globalement riche et variée peut bien sûr aider. Le fait d'avoir un sommeil, si possible, suffisamment bien fait et correct va bien sûr aider. Et le sport pourrait tout à fait aider aussi. Et les compléments, alors les compléments principalement en préventif. Il y a juste le cas du 5-HTP dont on va parler, et puis du L-tryptophane également, qui sont pas forcément à prendre en préventif. Mais sinon, la plupart des compléments recommandés sont à prendre en préventif. Voilà. Du coup, on va parler un petit peu des compléments. Alors, j'ai mis un petit logo du forum Psychonautes parce que je juste quand même remercier Cookies, donc l'administrateur du forum Psychonautes, d'avoir créé un super document que je vous invite à voir sur les compléments alimentaires, qui est d'ailleurs même plus détaillé que ce que j'ai pu mettre ici, suite à la prise de MDMA. Avec pas mal de sources et d'études aussi, ce qui est assez cool. Donc par rapport justement aux compléments, il y a des compléments plus connus, des compléments moins connus. On va essayer de parler un petit peu de ce qui peut se faire et ce qui est réellement intéressant. Du coup, les deux premiers qui sont assez liés quand même si pas chimiquement liés, mais en termes d'efficacité sont assez liés. Il y a l'ALA, l'acide alpha-lipoïque, qui est pas mal utilisé, et l'alcar, l'acétyl L-carnitine, qui est un acide aminé du coup, non essentiel. Euh, et du coup, ce qu'on s'est aperçu en tout cas, c'est que ces deux produits en fait sont relativement régulièrement utilisés en laboratoire pour leur action neuroprotective par rapport aux radicaux libres. Et du coup, il y a des études qui ont été faites sur des rats avant l'administration de MDMA. On leur a administré du coup de l'ALA ou de l'ALCAR, ou les deux même, pour vérifier en fait s'il y avait une réduction de la toxicité neuronale de la MDMA. Et il s'est avéré qu'en fait, oui. Donc, ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est de consommer ces compléments qui, sinon, ne sont pas spécialement toxiques en soi. Faut juste checker un petit peu les dosages, mais vous pouvez les trouver assez facilement. Avant la consommation de la MDMA, pour réduire la neurotoxicité de la MDMA, ça peut être quelque chose de carrément utile. Donc, les deux, ils fonctionnent comme antioxydants. Particulièrement sur les mitochondries des neurones, qui sont généralement les premières cibles de neurotoxicité, parce qu'il faut savoir un petit peu que la neurotoxicité, la plupart du temps, pas toujours, mais la grande majorité du temps, la neurotoxicité est induite parce qu'on a une surstimulation des neurones. Cette surstimulation va faire qu'ils vont avoir besoin de fonctionner à 2000 à l'heure et ils ne sont pas spécialement prévus pour fonctionner à 2000 à l'heure. Déjà, ils fonctionnent suffisamment vite comme ça, hein, c'est très très rapide un signal nerveux. Mais là, ils doivent vraiment fonctionner à fond parce qu'ils sont super stimulés. Et du coup, dans ce cas-là, en fait, les mitochondries, donc, qui sont un petit peu les usines de production énergétique de toutes les cellules, y compris les neurones, ont besoin de fonctionner super vite. Et le problème, c'est qu'en fait, vu qu'elles fonctionnent super vite, elles ne sont pas capables d'éliminer les réactifs toxiques qu'elles produisent, qu'on appelle ROS, Reactive Oxidative Species. Je vais pardonner mon accent terrible. Qui en fait sont capables d'attaquer les mitochondries elles-mêmes, pas mal de protéines, et globalement qui mènent à la mort cellulaire ou neuronale dans le cas des neurones. Et en fait, ces deux compléments sont capables de capter en fait ces radicaux libres qui sont assez dangereux en soi pour le neurone et du coup de réduire leur agressivité par rapport au reste de la cellule. Donc ils sont assez bénéfiques par rapport à ça et ils ont fait leur preuve en tout cas chez les rats. Donc voilà, pour l'ALA, il faut juste choper si possible un sel de sodium, c'est le plus couramment vendu, qui a une meilleure biodisponibilité, donc, qui va augmenter la quantité que vous allez recevoir dans le sang, et si possible de configuration R, parce que la configuration R de cette molécule a des effets qui sont beaucoup plus longs que la configuration S. Et vu que la configuration S a des effets d'à peu près 30 minutes à tout péter, c'est pas génial, donc à moins de reprendre extrêmement souvent. Donc je vous conseille, si vous voulez en choper, de choper au moins du R, histoire que les effets soient un petit peu plus persistants. Par rapport à l'Alcar, du coup, là, il n'y a pas de configuration stérique nécessaire particulière à choper. À part bien sûr que c'est une configuration L parce que c'est un acide aminé, mais sinon voilà.
Et du coup, vous pouvez tout à fait mélanger les deux. Il y a plusieurs routines qui sont disponibles sur Psychonaut par rapport aux compléments alimentaires qui sont dispo. Les sels de magnésium, je vais vite fait venir dessus parce qu'on entend de plus en plus parler de l'utilisation de magnésium pour la MDMA, notamment pour le bruxisme. Il faut savoir juste qu'on n'a pas d'études scientifiques en fait sur l'utilisation de magnésium par rapport au bruxisme induit par la MDMA. On a des publications scientifiques qui parlent du bruxisme et du magnésium, mais qui sont en fait à propos de la relation entre les carences de magnésium et la création de bruxisme. Donc en gros, pour résumer la situation, on sait que être carencé en magnésium induit un bruxisme. On sait que la MDMA induit un bruxisme. Après, est-ce que réellement la MDMA peut-être induit un déficit en magnésium qui induit un bruxisme, ou est-ce que, voilà, en fait, on ne sait pas réellement après les véritables corrélations entre. Enfin, on voit la corrélation entre MDMA et bruxisme, on voit la corrélation entre magnésium et bruxisme, mais est-ce qu'il y a réellement une corrélation entre bruxisme induit par la MDMA et magnésium? On ne sait pas. En tout cas, dans la pratique, selon pas mal de gens, ça fonctionne. Après, on n'a toujours pas d'études pour le placebo. Et globalement, ça fait pas spécialement de mal. Surtout que la MDMA, vu qu'elle induit aussi une dysurie, donc le fait de faire pipi souvent, ça facilite aussi l'élimination de minéraux comme le magnésium. Donc c'est pas si mal en vrai de se complémenter en magnésium tant que c'est pas des doses complètement aberrantes, parce que sinon ça file la diarrhée, ce qui est pas génial. Du coup, il va juste falloir préférer. Bon, la plupart du magnésium que vous allez trouver est sous forme de sel déjà relativement bien disponible. Mais en l'occurrence, voilà, le citrate de magnésium fera très bien le taf. C'est celui que j'ai mis en image ici. Et c'est un sel qui n'est pas spécialement cher et qui a une excellente biodisponibilité. Évitez le magnésium marin, qui est à proprement parler, selon des véritables études menées, nul. Réellement, c'est pourri en fait en termes de biodisponibilité. Et malgré le fait que ça se vend comme truc naturel pour Bobo Hipster, c'est pas efficace en termes de biodisponibilité. Donc, faut en bouffer des quantités énormes. Donc, autant prendre juste du citrate de magnésium. C'est tout à fait naturel. En vrai, c'est juste de l'acide citrique avec du magnésium dedans. Voilà, ça va. Voilà. Du coup, l'ascorbate ou vitamine C ou acide ascorbique, c'est un autre complément qui est pas mal utilisé et qui est très facile de se procurer d'ailleurs, à peu près n'importe où, tout comme les sels de magnésium d'ailleurs, contrairement à l'ALA ou à l'Alcar qui sont un peu plus difficiles à choper, donc il faut les acheter, tout ça. Là, c'est vraiment des compléments qui sont simples à utiliser. Et la vitamine C a réellement montré des bénéfices par rapport à la neurotoxicité chez le rat via les mécanismes assez similaires de l'ALA et de l'Alcar que j'ai expliqué avant sur les radicaux libres dans les mitochondries des neurones. Et ce qui a été aussi intéressamment découvert, c'est qu'il y a une réduction de l'hépatotoxicité. Voilà, un truc un peu galère à prononcer, mais les dégâts en fait sur le foie, sur les cellules du foie. Donc ça a un effet à la fois protecteur sur le foie et sur le cerveau, et c'est pas spécialement cher. Donc voilà, autant l'utiliser franchement, et c'est pas spécialement toxique. Vous pouvez quasiment pas overdoser de la vitamine C parce qu'elle est très hydrosoluble, donc elle va rapidement se faire éliminer dans l'urine si vous en bouffez trop. Donc voilà, globalement c'est à recommander. Et puis sinon j'ai ajouté aussi que le gingembre est utilisé pour réduire les nausées. Voilà, ce qui a été prouvé que ça fonctionne pour réduire les nausées, mais pas forcément induite par la MDMA, mais effectivement le gingembre aide à réduire les nausées. Et réduire la neurotoxicité, oui ça a été prouvé chez le rat du coup. Donc il y aurait aussi un effet bénéfique à la consommation de gingembre. Par rapport au 5-HTP, alors j'ai volontairement pas fait de slide sur le 5-HTP parce que je savais pertinemment qu'il y aurait quelqu'un qui allait poser la question et merci d'être tombé dans le piège. Mais voilà, ça permet de un peu plus freestyler et peut-être même débattre là-dessus parce que c'est un sujet qui est effectivement relativement sensible sur lequel j'ai débattu pendant assez longtemps. Et, et globalement, je suis moyennement convaincu par le 5-HTP. Le tryptophane encore, pourquoi pas, honnêtement. Ça me semble beaucoup moins agressif, mais il y a des choses qui vont plutôt à l'encontre du 5-HTP. Donc voilà, alors pour les gens qui voient pas spécialement de quoi je parle, je vais rapidement vous faire un petit paint. Voilà, incroyable. Vous voyez comme on a des moyens à nuit blanche de fou. Alors, je vais vous partager mon incroyable paint. Tac, 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 tac. Voilà.
Du coup, en fait, ce qui est recommandé, enfin, il y a beaucoup de gens qui recommandent le fait d'utiliser du L-tryptophane ou du 5-HTP. Généralement, c'est dans les jours après la consommation de NDMA qu'on recommande d'utiliser du 5-HTP, pas pendant, ou bien pas avant, mais plutôt après, pour en fait régénérer les stocks de sérotonine. Alors, du coup, il faut savoir deux choses négatives globalement sur le 5-HTP. Donc, en fait, le 5-HTP en soi, je vais galérer à écrire, ça va être terrible. Voilà, on va écrire comme ça. Donc, en soi, le 5-HTP est du coup un acide aminé modifié. Donc, en fait, c'est du tryptophane déjà modifié, 5-HTP pour 5-hydroxytryptophane. Donc, c'est déjà une forme de tryptophane qui est déjà prête, entre guillemets, à être retransformée en sérotonine. Donc jusqu'à là, on pense que globalement, c'est une plutôt bonne idée. Ce qui se passe malheureusement dans la pratique, c'est qu'on a deux effets délétères qui vont se produire. Surtout en cas d'utilisation assez forte du 5-HTP, donc pas à des petits dosages, mais à des dosages relativement conséquents. Le premier effet négatif qui va arriver avec le 5-HTP, c'est le plus simple d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'ai parlé un petit peu de l'effet de la MDMA sur les plaquettes sanguines. Mais en fait, le 5-HTP a un effet similaire à la MDMA sur les plaquettes sanguines, sans forcément induire une libération de sérotonine, mais il agit comme un substrat similaire à la sérotonine. Ce qui fait qu'en fait, une augmentation de 5-HTP dans le sang, et forcément il va arriver dans votre sang si vous l'absorbez, en fait va induire un risque relativement élevé, de thrombose en fait. Qui peut mener du coup à des fibroses, différents arrêts cardiaques et juste des bons AVC aussi, ce qui peut être globalement pas une super bonne idée. Peut-être pas des fibroses en vrai, ouais, principalement des AVC. Et du coup, la consommation de 5-HTP chronique est liée à des risques plus élevés d'AVC. Ce qui n'est pas super top en soi, mais effectivement, vu que ça augmente la coagulation des plaquettes sanguines, même s'il n'y a même pas forcément une blessure ou quoi que ce soit, il se peut qu'il y ait des caillots sanguins qui vont se former dans vos veines et les bloquer pour aucune raison. C'est jamais une super bonne chose. Donc pour ça, le 5-HTP est relativement problématique. Ce souci-là, il est un peu moins grave avec du tryptophane. Parce que le tryptophane peut ne pas être métabolisé en 5-HTP s'il y en a déjà trop dans le sang. Donc en fait, si vous voulez, avec le tryptophane, ce qui est mieux, c'est que l'organisme va pouvoir l'utiliser ou le dégrader s'il en a besoin. Et du coup, l'intégrer à la circulation sanguine s'il y a une déplétion de 5-HTP parce que vous êtes pas bien, parce que vous avez un manque de sérotonine. Donc en fait, ou bien décider de le détruire. Donc vous lui laissez le choix de de fabriquer plus de 5-HTP pour aider en fait la production de sérotonine, ou vous décidez juste de, ou bien il va juste décider de ne pas l'utiliser et éviter de lui foutre volontairement un agent qui risque d'augmenter le risque de thrombose, voilà, sans qu'il ait trop de choix, et ça peut effectivement être pas top top. L'autre problème du 5-HTP qui est un peu plus complexe à comprendre, mais ouais, je vais l'expliquer, c'est pour ça que j'ai sorti Paint d'ailleurs. C'est qu'en fait le 5-HTP il va être ensuite produit, il va être généralement être converti à... Voilà là, mes talents d'écriture sur Paint sont vraiment terribles. Euh, donc le 5-HTP ensuite va être transformé en sérotonine via une enzyme. Ok, je sais pas pourquoi ça écrit tout fin. Ah oui, ok, c'est pas grave. Va être transformé ensuite par une enzyme en sérotonine, donc la molécule en soi qui nous intéresse, qui nous permettrait de régénérer ce stock. Malheureusement, il y a un effet délétère qui arrive sur cette enzyme, parce qu'en fait, cette même enzyme-là euh, est également capable... Ah, pardon. Est également capable en fait de... à une réaction couplée qui permet de transformer... Ah là là là, de transformer le précurseur de la dopamine. Donc, c'est remarqué.
C'est assez affreux, excusez-moi. Précurseur de la dopamine en dopamine. Et le problème, c'est que vu que c'est la même enzyme, elle n'est pas en soi indépendante. Et ce qui va se passer, c'est que en fait, en prenant du sucre HTP, vous allez peut-être réussir à augmenter un petit peu le taux de sérotonine. Par contre, en fait, vu que cette voie, la première voie ici, celle-là, va être favorisée, en fait, vous allez soit au mieux empêcher la production de dopamine, soit au pire enfin, ouais, non, c'est déjà le pire en vrai, parce qu'en vrai, une diminution de la production de dopamine va finalement provoquer des états dépressifs également. Et ça semble effectivement problématique aussi dans la dépression chronique et l'anxiété chronique. Il y a aussi des déséquilibres de dopamine qui sont créés. Donc, globalement, faut pas trop spécialement s'amuser à faire chimie avec son cerveau parce que, bon, ça c'est un mécanisme qui est pas très connu en plus, mais que j'ai découvert par moi-même en faisant des recherches. Et en fait, effectivement, on a une déplétion, en tout cas quand on traite des rats avec la sérotonine, on a une déplétion du taux de dopamine. Et inversement, des personnes qui ont Parkinson, si on va du coup leur donner de la L-Dopa, donc le précurseur de dopamine, on va avoir une déplétion en sérotonine qui va s'induire. Et du coup, les personnes qui ont Parkinson et qui sont traitées ont des plus hauts taux de dépression. Pas uniquement pour leur maladie, hein, mais effectivement à cause de leur traitement. Donc, le 5-HTP effectivement a pas mal d'effets négatifs possibles. Effectivement, les risques de thrombose pour l'AVC c'est pas top top, et la déplétion en dopamine qui est induite est pas non plus super géniale pour ce qui est des états dépressifs. Euh, alors effectivement, on pourrait avoir tendance à se dire ça vaut la peine parce que bon, la MDMA touche quand même principalement à la sérotonine, ça vaut peut-être la peine de favoriser la production de sérotonine par rapport à celle de dopamine, mais en l'occurrence, la MDMA a quand même aussi un effet sur la dopamine, et surtout, je pense que le plus gros à tirer de tout ça, c'est qu'il faut tenter de laisser le corps faire ce dont il a besoin parce qu'il a l'habitude et qu'il sait se régénérer de façon convenable. L'important, ça va juste être de lui donner une alimentation suffisamment saine et équilibrée, avec effectivement aussi du L-tryptophane. Pourquoi pas, franchement, le L-tryptophane me semble beaucoup plus simple parce que on n'évite pas forcément complètement ces deux trucs, mais on évite surtout que le corps produise en premier lieu trop de 5-HTP. Donc en fait, il va produire de 5-HTP autant qu'il en a besoin pour repléter les stocks. Et ensuite, on va éviter la majeure partie du temps cet effet-là et cet effet-là, ce qui fait que on n'a pas trop de risques élevés à la consommation de tryptophane. D'ailleurs, si jamais il y a des aliments qui sont... Ouais, bah effectivement, après le tryptophane, voilà, il y a des aliments qui sont riches en tryptophane, qui sont pas spécialement... Du coup, c'est juste des aliments, mais les flocons d'avoine, par exemple, contiennent énormément de tryptophane. En plus, c'est super pas cher. Et du coup, ça peut être effectivement bénéfique par rapport à ça. Voilà. Moi, je suis plutôt opposé à la prise de 5-HTP en soi parce que, comme on a pu le voir, ça met les personnes à des risques plus élevés en fait d'AVC. Déjà que le cœur il est pas mal en désordre après les prises de MDMA et que l'hypertension c'est pas forcément une super bonne chose au niveau cardiaque, et qu'en plus il pourrait potentiellement y avoir de toxicité cardiaque s'il y a une surdose. En plus, augmenter le risque de thrombose avec du 5-HTP par la suite, c'est vraiment pas spécialement une bonne idée, je pense. Et puis, sinon, ouais, par rapport effectivement à la dopamine, sérotonine, voilà, c'est pas top top. Mais voilà. En l'occurrence, après le tryptophane, effectivement, je suis pas foncièrement contre. On n'a pas d'études qui montrent qu'il y a des effets néfastes importants, ou même quelconques, je crois. J'en ai pas vu en tout cas sur la consommation de L-tryptophane. Donc, franchement, le tryptophane, pourquoi pas. Moi, j'aimerais juste que les gens fassent extrêmement gaffe à la consommation de ce HTP qui, je pense en tout cas, consommer n'importe comment peut réellement poser des problèmes de santé importants. Voilà. On a fini avec la petite parenthèse 5-HTP. Et du coup, ouais, bah voilà, globalement on a à peu près fini, je pense. S'il y a des questions en particulier, des remarques, ce que vous voulez qui vous intéresse, je suis tout à fait ouvert. Si vous voulez juste discuter de trucs, partager des expériences que vous avez vues aussi avec la MDMA, vu des gens en soirée dans des états bizarres, vu des réactions particulières à la MDMA, ou n'importe quoi, bah je suis tout à fait open à ça. Et voilà, sinon c'est à peu près tout. Du coup, merci.
On va quand même continuer la perm jusqu'à 20h30. Donc, s'il y en a qui veulent rester pour discuter de trucs même pas forcément liés à la MDMA, n'hésitez pas. Du coup, ouais, bah, tout ça a été enregistré. Donc, je vais le poster aussi sur YouTube pour les personnes qui voudraient le regarder ou qui n'ont pas pu le regarder ou qui ont raté des parties.